Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. Au creux de son vallon, la maison n'est pas bien grande. Elle n'est pas de ces châteaux à particules où l'on imagine le plus souvent évoluer ceux-là des anciens siècles dont le nom est parvenu jusqu'à nous. Elle a quelque chose de bourgeois à la campagne. À croire qu'on aurait déchaussé une bâtisse anonyme quelque part dans la ville et qu'on l'aurait transportée sur le plateau d'une carriole démesurée tirée par des ânes pour venir la déposer là, à flanc de coteau, en terrasse. Et puis qu'au fil du temps, la maison aurait ensuite absorbé sa part du paysage. Qu'elle s'y serait fondue, enchevêtrée, implantée. Que la terre et la rocaille du coteau se seraient infiltrées, auraient imprégné le bâti, rampé le long des murs, coloré les enduits, fait monter quelques fissures dans la verticale des parois, hissé leurs plantes grimpantes, pris possession du lieu. Ou alors que le lieu aurait réclamé ses droits, fait valoir sa toute-puissance, progressivement modelé à son image le bâtiment étranger. On n'y entre pas pour ça. Pas tout à fait pour ce tas de pierres ajustées au décor, patinées par le temps. On est venu chercher des fantômes auxquels on ne croit pas. Et si l'on n'y croit pas, mais peut-être après tout, croyez-vous encore un peu au spectre ? Si l'on n'y croit plus, c'est en partie justement à cause de ceux-là dont on cherche ici les fantômes. Ceux qui ont vécu là, il y a près de 3 siècles, et qui ont appartenu à des générations intellectuelles dont l'œuvre principale fut, dans le faisceau de leur lumière, de montrer le monde sous un nouveau jour. De faire que le monde lui-même se voie et se comprenne sous un nouveau jour. Dénué des superstitions, des vieilles balivernes et des privilèges de ceux qui les incarnaient. Quand ils sont arrivés ici en 1736, Jean-Jacques avait 14 ans et il dirait plus tard que c'était le plus bel âge de sa vie. Celle qu'il appelait maman et qui fut pourtant un peu plus que cela, avait 13 ans de plus. Elle l'avait recueilli, accueilli, choyé, protégé. Elle veillait au déploiement de son corps et de son esprit, de ses talents musicaux et de l'usage de sa raison. Il était à son service, son page dévoué, son garçon de bonne compagnie, son amant à venir. C'était une jeune femme que Jean-Jacques, avec la fervente tendresse qu'il continuera toujours de lui vouer, décrira comme ronde et grasse, voluptueuse sans doute, et qui marchait d'un bon pied dans la campagne environnante quand ils partaient ensemble en randonnée, parfois pour des journées entières. Vous êtes-vous déjà dit, au cours de ces mois, de ces années-là, alors oui, j'ai vécu une vie parfaite ? De tout cœur, je vous le souhaite. Mais qu'est-ce que c'est donc la vie parfaite ? Je l'ai peut-être vécue, moi aussi. Pour Jean-Jacques, elle consiste à lire, à jouer de la musique, à se promener dans les bois, à dormir tout son soûl, étudier les philosophes, manger de bon appétit, lire encore, parler avec maman, la rejoindre dans sa chambre. À cultiver son jardin, comme dirait l'autre, le Parisien qui serait son rival et son pendant mondain. Le jardin, de fait, Jean-Jacques y passe une belle partie de son temps. Il connaît personnellement les pigeons. Il se pose sur son épaule, s'accroche à son bras. Il fait l'épouvantail et le voilà couvert d'oiseaux. Il sait les abeilles aussi. Lorsqu'il s'approche pour observer les ruches, scruter toute la vie sociale minutieuse qui s'agite là-dedans, elles lui sont si familières qu'elles peuvent se poser sur ses mains sans piquer. De sa chambre à elle, on le voit, le jardin. Cette grande terrasse botanique qui étend son plateau suspendu, rectangulaire et longiligne. Son replat géologique, sa paisible coulée dans le relief de la colline. Aussi bien que du jardin, l'on voit les fenêtres. Et Jean-Jacques racontera que, selon que leurs volets étaient fermés ou ouverts, il savait s'il pouvait monter,
embrasser maman dans sa chambre. Il oublie un livre sous les arbres, il le retrouve des semaines plus tard, à moitié mangé par les insectes. Ceux qui ont élu domicile dans le jardin aiment les livres, eux aussi. La saveur molle du papier aux odeurs suaves et de l'encre qui trace ces caractères simples où réside le savoir, les idées, les commandements et toutes les sortes de fruits de l'imagination humaine. De ce belvédère sur la nature, Jean-Jacques observe, écoute, travaille la terre, ce qui y pousse et ce qui y vibre. Il se bricole des habitudes, des étonnements et les principes d'une forme particulière d'attention. Asseyez-vous. Renoncez aux fantômes. Ne cherchez pas les spectres. Je les ai cherchés pour vous, ils ne sont pas là. Vous aussi, aujourd'hui, laissez venir en vous l'attention à ce qui est là, bel et bien, tout autour. Oh, le jardin n'est plus le même. Ces carrés, ces allées ne sont pas ceux que foulait Jean-Jacques. Comme tout être organique, un jardin change. Il évolue, il porte sa mémoire en perpétuelle transformation. Des essences demeurent. Et surtout des couleurs, les formes des feuilles aux arbres, des parfums immémoriaux et la montagne là-bas au loin. Par temps clair, elle est tout près. Je me suis toujours étonné du verbe « herboriser », dans les sonorités duquel il me semble entendre un sens démiurgique, volontariste, qui ne reflète pas la relation aux plantes que cette activité suppose. Comme si celui qui herborise donnait vie aux herbes qui, pourtant, vivent très bien sans lui. Comme si c'était lui qui produisait l'herbe qu'en réalité il se contente de cueillir, ramasser, inventorier. Comme si l'étude de la chose créait la chose. C'est plutôt, je crois, le mouvement inverse qu'il faudrait signifier. C'est la nature qui nous herborise, qui nous initie à ses développements, ses lois et ses inflexions. C'est l'herbe qui se communique à nous avec ses secrets lorsque nous y prêtons attention. C'est nous qui apprenons de la botanique, et non le contraire. Jean-Jacques toujours herborisera. C'est l'une des constantes de sa vie future, qui pourtant aura ses inconstances et ses turpitudes. Toujours, il lira, il écrira, il ira de par le monde, avec cette incessante bougeotte, cette propension à partir, qui firent même croire, lorsque la mode intellectuelle en était à tout psychologiser, qu'il était atteint d'un curieux syndrome, la dromomanie, dont l'errance intarissable était le principal trait et dont les médecins de l'âme, les spécialistes santé mentale, eux-mêmes, abandonnèrent vite l'étiquette, tant les symptômes étaient peu convaincants. Jean-Jacques n'en circula pas moins. Il dira que les livres qu'il lut aux Charmettes, les études qu'il y mena, furent son magasin d'idées. Que les idées qu'il y a emmagasinées seraient par conséquent la source de ses conceptions futures. Mais c'est aussi un magasin de sensations. De celles où la mémoire, comme on le sait, va parfois puiser involontairement les quelques traces sensibles qui suffisent à faire rejaillir un monde, une époque, une enfance, peut-être une vie parfaite. Il fit ici, en tout cas, l'apprentissage d'une solitude. Une solitude bien peuplée, certes, car où qu'il allât par la suite, il ne fut jamais seul. Partout, plus tard, quand l'Europe entière connaîtrait le nom de Jean-Jacques Rousseau et s'écharperait sur son compte, il eut toujours un ami, une bienfaitrice, un père ou un mécène, des admirateurs en pagaille pour le soutenir et le recevoir, pour le porter au nu, puis à la fin, s'engueuler avec lui. Mais une solitude quand même, car sans cesse il retournait au silence, à l'intransigeante manie de partir, à la passion de se disputer et de rompre, au bonheur inimitable d'herboriser, qui se rencontre tout seul, en tête-à-tête avec la nature. Rousseau a l'insigne privilège d'avoir été l'une des personnes les plus fameuses et les plus conspuées de son temps. Adulé et haï, accueilli en roi et chassé à coups de pierre, selon les endroits ou les moments.
L'historien Antoine Lilti a magnifiquement montré comment Rousseau fut la première star internationale. Sur le passage de qui les foules se pressaient, et qu'avec lui naît la notion même de célébrité telle que nous l'entendons. Mais ici aux Charmettes, avec maman comme compagne solitaire, quand il jouait de l'épinette, lorsqu'il lisait sous les arbres, lorsqu'il traînait dans le jardin en regardant butiner les abeilles et que maman, elle, le guettait discrètement, secrètement, par l'entrebâillure des volets, il n'était encore rien de tout cela. Il n'y pensait pas. Y pensait-il après tout ? Disait-il à maman, parfois, quand il l'embrassait au réveil, les grands desseins inassouvis qu'il portait en lui ? Ou lui parlait-il seulement d'une branche cassée, d'un envol de papillons, d'un paragraphe ardu pioché dans ses traités de botanique vulgaire ou de haute philosophie ? On ne sait pas ce qui fait l'origine d'une solitude, d'une œuvre ou d'une célébrité. On ne sait même pas souvent ce qui décide du sort d'un homme. Est-ce donc vraiment d'ici qu'est partie la pensée ? Est-ce vraiment ici que tout s'est formé, préparé ? Tout ce qui, ensuite, au fil du temps, s'est cristallisé, déplié dans des discours, dans la Constitution de la Pologne, dans des livres qui figurent aux meilleures places de la bibliothèque universelle. Une ombre passe sur la montagne, là-bas. C'est un nuage. Et soudain, nous nous disons que Rousseau nous importe peu. Je veux dire par là que ce que l'œuvre du dénommé Jean-Jacques Rousseau doit aux Charmettes est secondaire, presque accessoire. Vous vous en fichez, dites-le, vous pouvez, moi aussi. Marchez encore un peu, allez voir le verger, puis revenez ici vous asseoir, sur la terrasse, au pied de la volée de marche qui monte à la maison. Ce qui compte, c'est le vent. C'est la forme des nuages et leur reflet sur la montagne. C'est qu'ici, autrefois, un adolescent ait vécu le meilleur de son âge. C'est qu'ici, il ait su ce qu'est la vie parfaite. Les Charmettes. Un texte de Mathieu Larnaudy.